Voilà, plus que 8 mois nous séparent de la date fatidique des élections de 2023. Élections 2023, on en parle dans cette émission, votre émission Grande Analyse. Sur ce plateau, j'ai deux invités, monsieur Dani Chamala, qui est analyste politique, qui est à ma gauche, et monsieur Apollinaire Chimalanga. Avec eux, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. 3 sous-thèmes sont choisis. Les quartiers généraux de partis politiques ou de regroupements politiques se préparent pour les élections. D'une part, c'est de l'Union sacrée. On signe la charte et la sortie officielle se fera le samedi 29 avril au stade de Martyrs. Ils veulent à ce que la population voie ce qui est en train de se faire pour affronter les élections qui s'annoncent déjà pour quelques mois. Et du côté de l'opposition, ils se sont réunis du côté de Lubumbashi. On parle de Délice Sangam, Augustin Matata Pogno, Martin Fayoulou. On voit de l'autre côté Moïse Katumbi, bien que jusque-là, ils n'ont pas encore donné le nom du candidat de l'opposition, mais du moins, ils se sont réunis pour parler et essayer de projeter des activités de grande envergure pour essayer de barrer la route à la tricherie de ces élections qui pointent à l'horizon. Mais dans tout ça, nous allons aussi évoquer le dernier point auquel nous allons parler de ce que les élections peuvent rapporter ou rapportent à la République démocratique du Congo. Donc, je m'en veux déjà saluer mes invités. Bonjour, monsieur Dani. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir sur mon plateau. Je pense que depuis que je fais cette émission, c'est la première fois que j'ai des invités sur le plateau. Nous allons essayer de partager le minute pour que chacun de nous se sente un peu plus à l'aise. Mais d'entrée de jeu déjà, les élections qui pointent à l'horizon, plusieurs personnes se disent sceptiques par rapport à la manière dont l'identification et l'enrôlement des électeurs a commencé. Est-ce que vous êtes avis de ces personnes qui pensent que le régime actuel est en train de préparer la tricherie? C'est à vous que je pose la question. Merci beaucoup pour la question. Il est vrai que nous devons construire notre pays. Construire le pays, ça appelle, ça implique, ça rapproche beaucoup de paramètres, beaucoup de dynamiques, et le plan qui permet à ce que l'on construise le pays ou la nation, c'est aussi les élections. Les élections, certes, font partie de paramètres démocratiques. Certes, c'est bientôt, c'est pour bientôt, mais nous devons accompagner les élections. Parce que refuser d'accompagner les élections alors que personne ne refuse de croître, ça serait anachronique. Voilà pourquoi il est utile à ce que nous puissions être conscients qu'une nation se construit par la participation de ses citoyens. En tant que citoyens, il nous revient de pouvoir voir notre pays dans une même direction. Nous voulons que ce pays soit beau, selon que nous le chantons dans l'hymne national. Il nous revient aussi de pouvoir participer, l'intellectuel, le technicien, c'est-à-dire à tous les niveaux, toutes les couches. Nous devons nous impliquer. Parce que refuser, c'est comme si on refuse sa propre croissance. Parce qu'on est en train d'écrire l'histoire de la nation RDC. On l'écrit avec les vivants qui sont en RDC. Si un vivant en RDC refuse de s'impliquer, c'est comme s'il refuse sa propre croissance. Ce qui est anachronique, ambivalent. Néanmoins, il est utile à ce que nous puissions aussi appeler toutes les couches. Chers frères, chères sœurs, comprendre que la nation a besoin d'organiser les élections. La nation ne peut l'organiser qu'avec toi, avec X, avec Y. Impliquons-nous. Dire qu'il plane une tricherie, c'est quelque chose qui revient de la mauvaise foi de celui qui se reconnaît faible par lui-même ou qui se reconnaît un tout petit peu mineur par rapport à ce qui est appelé à se dessiner dans la vie. Mais il est vrai qu'on peut dire c'est la liberté démocratique, mais dans la liberté démocratique, nous devons aussi cultiver une dimension de pouvoir parler. On ne peut pas parler comme un enfant, on ne peut pas parler comme un délinquant, mais il nous revient de parler aussi comme des adultes, comme quelqu'un qui voit. Si tu vois qu'il plane la tricherie, dis il prend la tricherie à tel endroit et on arrange pour que les élections soient aussi consommables par tout le monde, en interne tout comme à l'externe. C'est aussi quelque part une réalité que nous devons bâtir. Nous devons construire ensemble. Voilà, merci beaucoup, monsieur Dani.
ceux de l'opposition pensent que depuis la nomination de M. Kadima, ils pensent que le pouvoir en place est en train de préparer la tricherie. Parce qu'ils disent déjà, la nomination de M. Kadima ne s'est pas faite d'une manière consensuelle par les confessions religieuses. Est-ce que vous êtes de cet avis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir posé cette question-là, tout en me ralliant totalement à ce que venait de dire tout à l'heure mon co-débatteur sur les élections. Je ne souscris pas dans cette ligne-là de l'opposition qui croit qu'on est en train de planifier la tricherie. Pourquoi? Parce que la désignation de M. Denis Kadima entre toujours dans cette logique de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, quand vous voulez être démocrate ou vous voulez vivre la démocratie, c'est une loi qui nous impose à ce que la majorité puisse dominer sur la minorité. Vous ne pouvez pas être minoritaire et vous cherchez aussi à faire passer votre point de vue sur ceux qui sont majoritaires. La désignation de M. Kadima a été faite clairement et tout le monde était en train de suivre comment ça a été désigné, quand M. Kadima a été désigné. Je n'ai pas vu là où il y a eu la tricherie. Il y a eu des confessions religieuses qui se sont réunies et ils ont désigné M. Kadima, donc ils sont passés au vote. Ceux qui étaient majoritaires ont remporté et c'est comme ça que ce monsieur a été investi. Dire que c'est la préparation de la tricherie, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, les opérations d'enrôlement sont en train de se passer. Je ne vois pas, je n'ai jamais reçu le rapport pour dire que non, voilà, on a chassé une catégorie de personnes dans des centres de vote ou dans des centres d'enrôlement pour dire que non, vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas vous faire enrôler et vous êtes de la majorité, venez vous faire enrôler. Non, tout le monde passe en enrôlement, chacun récupère sa carte, les élections, nous sommes en train de les préparer tous ensemble, comme venait de le dire mon co-débatteur, que nous devons participer, tout le monde doit participer. Il ne faut pas prendre une position de contestation avant même les élections. Ça, on est en train de préparer des contestations avant les élections. Il n'y a pas de tricherie dans l'enrôlement. Parce que tout le monde, tout celui qui veut prendre la carte, il prend sa carte pourvu que tu puisses tout simplement démontrer que tu es majeur et que tu es congolais et que tu désires aussi participer à ces élections-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas obligatoire que tout le monde vote. Non, c'est un droit que tout le monde a la possibilité d'exercer ou de ne pas exercer. Et vous verrez même que même le jour des élections, tout le monde n'ira pas toujours voter. Et on ne dira pas qu'il n'y a pas eu des élections. On ne force personne à aller aux élections, mais du moins, c'est parmi les modes d'accession au pouvoir que nous avons d'ailleurs opté, parce que nous avons trouvé que c'est parmi ces modes d'accession-là que nous avons trouvé un peu civilisés par rapport à d'autres. Parce que vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a d'autres personnes qui arrivent au pouvoir par des coups d'État, il y a par des putsch et autres. Donc, le mode que nous avons trouvé un peu civilisé et qui permet au pays d'être quand même dans la paix et de se développer, c'est aussi les élections. Alors, ces élections-là, quand il faut les préparer, vous devez passer par des processus. Et ces processus-là, il faut enrôler les électeurs, les identifier et les enrôler. Et dans le cas d'espèce, je ne vois pas là où il y a la tricherie organisée parce qu'on n'a pas de preuve qu'on a chassé des gens dans des centres d'enrôlement. On n'a pas de preuve qu'on a refusé d'enrôler telle province ou telle autre province. Tout le monde se fait enrôler et que les animateurs de ces institutions-là sont issus aussi de plusieurs composantes, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Donc c'est pour permettre à ce qu'il y ait la transparence dans ce qui est en train d'être fait. Et je pense qu'ils sont en train de mettre à jour les informations du déroulement de ce processus pour que chacun puisse savoir là où nous sommes et tout ce qui reste à faire et ce qui est déjà fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire. Les quartiers généraux de partis politiques, de regroupements politiques, de plateformes se préparent. L'Union Sacrée a signé sa charte, je crois, il y a 1 ou 2 semaines passées. Ils feront leur sortie officielle au stade des martyrs pour que le peuple voie. Beaucoup de choses sont en train d'être dites sur cette organisation, mais je ne veux pas qu'on puisse rester dans l'organisation de l'activité du samedi. La charte qui a été signée, c'est vrai qu'il y a de frustration aussi au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que vous pensez que jusqu'à ce que nous puissions atteindre cette période des élections, cette harmonie qui se vit au sein de l'Union Sacrée
pourra rester la même? Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord dire un petit mot, un petit terme de conclusion sur, ou élément additionnel sur ce que mon co-débatteur venait de dire. Vous savez, quand on a parlé des élections et qu'on a parlé de Kadima, il est vrai que même si un ange venait, il y aura toujours des contestataires. Parce que la classe politique, nous devons aussi l'éduquer. Aider la classe politique, non seulement à harmoniser leur point de vue, mais à marcher dans une même direction. Parce qu'on peut marcher dans une même direction sans ne pas partager le même point de vue. Mais il est vrai que nous devons du moins regarder dans une même direction. Kadima est un humain. Comme tout le monde, il a ses limites. Mais la composition de Kadima, techniquement, est outillée pour nous présenter quelque chose d'acceptable. Ce qui fait que nous ne pouvons qu'accepter, parce que c'est un Congolais. Mais si les gens se permettent de pouvoir réfuter l'homme, c'est qu'il y a aussi anguille sur roche. C'est qu'il y a aussi un calcul de devant pour dire que non, on dira ça à cause de ça. Non. Il nous revient, nous sommes Congolais, c'est notre pays. Nous devons aimer le pays. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons le président Félix, nous avons M. Kadima, que nous soyons là pour contester, refuser tout. Mais pour finir, on va accepter quoi et quand? Le moment est venu pour que nous puissions nous aligner dans un ordre de discipline pour bâtir la nation. Je ferme cette partie. Vous avez parlé des états-majors qui se préparent, tout ça. C'est vrai, parce que quand on voit aux horizons quelque chose, un homme sage voit plus loin et il se prépare. Alors l'homme sage qui est par-dessus tout intellectuel se prépare pour les élections. Comment se préparer? Les états-majors ne doivent pas croiser les bras. Il faut se préparer d'abord pour harmoniser leur stratégie, pour planifier leur façon de parler, leur complémentarité. Ils doivent planifier tous ces facteurs. Et cela va permettre à ce qu'ils puissent s'organiser pour affronter les élections. Néanmoins, pour ce que vous avez dit là, qu'il y a l'Union Sacrée qui voudrait sortir... qui fait sa sortie officielle le samedi 29 au stade de Marseille. Ça leur revient. Il n'y a personne qui va dicter à l'Union Sacrée que faites ça, faites ça. Non. Ce sont des humains, ce sont des intellectuels, ce sont des chevronnés, ce sont des politiciens. Ils savent d'où nous venons et ils savent où nous voulons aller. On a plusieurs fois parlé que dans notre pays, il y a un dossier de légitimité qui est toujours contesté. Mais maintenant, quand on est intellectuel, quand on sait réfléchir, on sait voir, on sait comprendre, on voit tout ce qui nous guette aux horizons, les guerres, les ceci, les cela. Que doit faire maintenant le politicien? C'est être serein pour dire que non, ne loupons pas cette occasion. Ne gâchons pas le temps, ne gaspillons pas le temps. Essayons de nous mettre disons, en phase de ce qui vient vers nous. C'est ça, cette préparation dans les états-majors. L'état-major, notamment l'Union Sacrée. Il y a certes des gens intellectuels, intelligents, que nous connaissons leur parcours. Et quand ils se réunissent, ils se rassemblent, c'est pour sortir ce dont ils veulent voir comme cahier de charge pour marcher demain. Ils veulent marcher dans une certaine ligne, suivant un certain alignement. Parce qu'aller en désordre, c'est ordre dispersé. Et quand on y va en ordre dispersé, on n'a pas la certitude de conquérir. Mais quand on y va d'une manière alignée, on est du moins sûr que non, dans notre consortium, tel prendra telle position, tel dira ça, tel veillera sur tel secteur, tel sera le communicateur. Ça permet de donner à chacun une tâche durant cette période. Parce que si tout le monde croit remplir toutes les tâches, c'est un désordre aussi. Alors quand les uns s'harmonisent, se concertent, s'unissent, se consolident, c'est aussi pour se valoriser. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de raisonnement, tout le monde n'a pas les mêmes stratégies de réflexe, tout le monde n'a pas la même vitesse d'affronter. Alors on prend chacun selon ses compétences et on l'aligne selon le secteur où il sera utile, de telle sorte qu'il puisse faire ce qui est faisable. Certes, de l'autre côté, vous avez aussi dit... Oui, on va arriver du côté de l'opposition. On parle d'abord de l'Union Sacrée. Monsieur Dani, n'est-ce pas que nous revenons à ce que nous avons décrié il y a 5 ans, 6 ans avant, lorsque le régime Kabila a créé les FCC, que tout le monde devait s'aligner derrière Kabila.
Aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit s'allier derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce ne sont pas les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, surtout qu'ils vont faire la sortie officielle le samedi prochain au Stade des Martyrs. Pourquoi seulement choisir le Stade des Martyrs? Est-ce une preuve de force encore? Oui, monsieur le journaliste, je vais encore compléter un peu mon co-débatteur qui est devant moi ici, dans ce qu'il venait de dire, des idées très géniales. Il a abordé cette question sur une dimension très technique, et il a dit des choses que si aujourd'hui les politiciens peuvent comprendre et puiser dans cette idée-là, ils peuvent nous rendre quand même un bon service, et puis la nation leur sera très reconnaissante. La question de l'union sacrée, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé aussi qu'il y a des frustrations déjà au oui, sein il y a de des cette frustrations. Union sacrée. Mais je vais vous dire que les frustrations au niveau de l'union sacrée ne feront pas à ce que l'union sacrée ne puisse pas évoluer ou ne puisse pas atteindre son objectif. Parce que l'union sacrée a un avantage d'avoir déjà deux choses qui sont en train de protéger. L'union sacrée a, la première chose, c'est le pouvoir. Ils sont au pouvoir. Et vous savez, avec l'homme congolais, là où il y a le pouvoir, il est toujours là à côté. La deuxième chose, même s'il n'est pas content, parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir. Effectivement. La deuxième chose, c'est que l'union sacrée a une vision. Donc, ils sont là, tels qu'ils sont là, ils sont autour de deux choses, contrairement à l'opposition. Ils sont autour de deux choses. Ils sont autour du pouvoir et une vision. La vision, c'est ce qu'il faut défendre maintenant. Et soutenir dans ce sens-là. Mais le pouvoir, c'est maintenant les avantages qu'ils ont maintenant. Parce que nous sommes venus soutenir une vision. Mais en contrepartie de notre soutien, qu'est-ce que nous allons avoir? Aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'il est frustré dans l'union sacrée, je trouve peut-être c'est une revendication qui va toujours trouver une solution. Parce que hier, ils étaient en réunion. Oui. Certains ont demandé à ce que le secrétariat général de l'union sacrée, après la signature de la charte, soit remis à l'IDPS, mais d'autres ont contesté. Voilà, ce sont des négociations qui finiront toujours par trouver une solution. Parce que c'est comme je suis en train de le dire là, qu'ils ont des choses, ils ont déjà un avantage par rapport à l'opposition. Parce qu'ils ont le pouvoir, dans ce pouvoir-là, il y a toujours des bénéfices qu'il faut tirer. De l'autre côté, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, et entre-temps, en contrepartie de ce que je dois faire, c'est comme ça que je soutiens maintenant cette vision-là. Okay. Alors, s'il y a des frustrations, je ne crois pas qu'il y a des frustrations, mais je peux dire qu'il y a des revendications, il y a des réclamations. Comme dans toute société humaine, on peut toujours être ensemble, mais on ne peut pas toujours parler le même langage, mais on peut regarder dans une même direction. C'est ce qui se passe avec l'Union sacrée. Ils sont déjà ensemble. Ils ont déjà signé leur charte. Ils ont proclamé une date pour la sortie officielle. Je crois que quand ils vont faire, ils seront là pour proclamer ou montrer à la face du monde ce qu'ils ont mijoté dans leur laboratoire, ça sera pour faire voir effectivement que nous sommes préparés en ordre de bataille pour affronter les élections qui vont se pointer à l'horizon. Choisir le stade des martyrs comme vous le dites là, que c'est une démonstration de force ou pas, ben, je pense que par rapport à tous ceux qu'ils ont comme militants, chacun a ses militants, l'endroit le plus sécurisé et le plus préféré pour que nous puissions effectivement nous adresser à nos militants, c'est le stade des martyrs. Parce que si, en dehors du stade des martyrs, je ne vois pas un autre endroit, si on peut peut-être choisir le terrain Sainte-Thérèse, soit Triomphal qui est fermé jusqu'à là, on ne sait pas accéder. Donc je crois que le choix du stade des martyrs, c'est par rapport au nombre de militants que chaque parti qui est dans l'union sacrée a donc à démontrer. Donc, même pas de frustration ou pas, ils sont ensemble, ils sont en train de se préparer et je crois qu'ils finiront toujours par se mettre d'accord et ils vont présenter à la face du monde ce qu'ils ont préparé dans leur laboratoire pour qu'ils puissent arriver à remporter les élections s'ils ont bien préparé et le perdre s'ils ont mal préparé et accepter aussi les résultats que ces élections-là vont nous donner pour nous éviter de chaos après ces élections-là. Je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà, nous parlons de l'union sacrée, mais de l'autre côté, nous avons nos frères de l'opposition qui se sont réunis à Lubumbashi. Je vois le président d'Envol de l'ICE Sanga, Martin Fayoulou de l'ECD, Augustin Matata Pono de LGD et Moïse Katumbi d'Ensemble. Tout le monde s'attendait à ce que, après les rencontres, qu'ils puissent nous montrer
la personne ou un candidat commun qu'ils auraient choisi. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de candidat commun. Ils ont juste essayé d'évoquer ce qu'ils doivent faire, entre autres de marches pour contester tout ce que la CENI est en train de faire. Ils ont demandé la réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle. Ils ne nous ont amené que de revendications, alors que de l'autre côté, l'Union sacrée se prépare et a déjà choisi son candidat qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Apollinaire, après tout ce qui s'est passé à Lubumbashi, quelle lecture faites-vous de l'opposition congolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question qui est très bien pondérée. Néanmoins, si je peux l'affronter, c'est juste pour dire que nous devons, dans notre pays, avoir une autre façon de faire la politique. On a beaucoup plus fait la politique de bataille, la politique de guerre et de guéguerre, mais il est aussi utile qu'on puisse faire la politique intelligente. Si on peut arriver à faire la politique intelligente, ce pays qui est d'abord grand sera très beau et très enviable. Parce que je peux vraiment dire clairement, sans me contredire et sans avoir peur, que ceux qui détruisent les premiers sont les politiciens. Parce que quand on a un qui est président de la République, qui est au pouvoir, qui dirige, qui donne la pulsation, qui donne l'orientation, il est utile de comprendre que le pouvoir est là. C'est comme dans le courant, dans le principe de courant, il y a la phase et il faut qu'il y ait aussi le neutre. Pour que cela puisse s'allumer. Alors quand on prend l'opposition comme étant ce fil-là qu'on appelle neutre, il faut aussi que l'opposition comprenne que la phase qui est au pouvoir, ou la ligne ou le fil qui est au pouvoir, et l'autre ligne ou l'autre câble qui est neutre, les deux câbles sont contemporains. C'est pour ça que j'appelle, moi j'aime que l'on comprenne que l'opposition, c'est aussi ce fil-là qui est utile pour participer à la vie. Parce que quand on est dans l'opposition, la seule chose qu'on cherche, c'est le pouvoir. Mais on vit. C'est-à-dire, on est ce fil-là qui n'est pas actif, mais qui est passif, mais qui est utile pour que le courant passe. Alors, il revient maintenant à l'opposition d'avoir une certaine philosophie de comment marcher. C'est pour ça que l'opposition sera utile. Quant à cette question, il se prépare. La bonne façon de se préparer, c'est par les idées, les stratégies. Il n'est pas bon, parce que nous devons voir les 25 ans qui viennent. Aujourd'hui, si nous souffrons, aujourd'hui, si nous sommes en train de pleurer, nous pleurons parce que ce niveau de pleurs que nous avons aujourd'hui vient de trop loin. Et maintenant, pour pouvoir combler cette fossée-là, ça ne demande pas un bâton magique, ça demande le travail. Et le travail provient d'abord de la tête. Si la tête, qui est la tête sur le corps, la tête n'est soutenue que par le cou. Et si le coup, c'est ça l'opposition, mais l'opposition doit jouer son rôle correctement. Pas dans la pulsion, pas dans les stratégies de matraquer, pas dans les stratégies d'injure. On doit sortir de cette philosophie de l'opposition d'injure. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas constructif. Parce que nous allons détruire les générations. Nous avons des enfants qui sont en 6e primaire, nous avons des enfants qui vont présenter les examens d'État, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils auront comme idée de l'opposition? Ils vont croire qu'être opposant, il faut injurier, il faut... C'est-à-dire, c'est pour ça que l'opposition devient comme étant un coin où on souffre. Un coin où on croit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas... Non, on doit arriver au point de construire l'opposition. Que c'est ce fil-là, quand ça manque, la lampe ne va pas s'allumer. Maintenant, quand l'opposition est en train de se réorganiser, c'est une très bonne chose, très louable. C'est vrai que ce n'est pas facile de pouvoir affronter quelqu'un de gabarit comme Fati. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Moi, je ne suis pas un fanatique. Moi, je réfléchis. J'aime participer à ma nation avec mes idées. Parce que chacun a ses idées. Nous sommes comme des cartes SIM. Chaque carte SIM est dans un téléphone. Et chaque téléphone a un nombre d'agenda, un certain nombre de numéros qu'on appelle agenda. Tous les téléphones n'ont pas le même numéro, n'ont pas le même nombre de répertoire. Non.
C'est ce qui fait les différentes personnes sur la terre. Ce qui fait que il est important que de l'opposition s'organise mieux. Quand ils s'organiseront mieux, Fathi, c'est un gabarit trop fort, très avancé. Et très surtout il se fait entourer de plusieurs poids lourds de la République. Aussi, parce que quand on est un gabarit très aguerri, très avancé, bon, nous, personne ne l'ignore, c'est un fils d'un opposant, avéré, vraiment connu de partout, même à Singapour, partout. Et lui est né dans l'opposition, grandi dans l'opposition. C'est-à-dire il a le sang de l'opposition. Il sait comment fonctionne, comment réfléchit l'opposition. Et il sait comment jouer avec l'opposition. C'est comme un catcheur de poids lourd. Il sait quand même qu'il s'est battu sur des petits rings jusqu'à atteindre le gros ring. Et il n'est pas là pour s'amuser non plus. C'est ce qui fait qu'il est important que ceux de l'opposition s'organisent. On n'est pas aussi là pour leur donner des leçons, mais nous savons du reste qu'ils sont des intellectuels qui ont aussi travaillé, qui ont aussi un parcours, qui ont aussi un bagage. Dans leur organisation, il est mieux qu'ils voient les stratégies les meilleures pour notre pays et qu'ils participent aussi à tout ce qui se passe dans notre pays. Qu'ils ne croient pas que parce qu'ils sont dans l'opposition, s'il y a un fait à tel endroit, eux ne doivent rien dire, il faut seulement que les autres disent non. Nous participons dans notre génération. Parce que s'ils ne disent rien, ils vont dire quelque chose seulement après 5 ans. Mais alors là, s'ils veulent être muets, qu'ils soient muets éternellement. Mais une chose est vraie, quand on est dans l'opposition et qu'on s'organise pour conquérir le pouvoir, on doit avoir une opinion à chaque fois, mais une opinion réfléchie et une opinion stratégique et une opinion qui se fait entendre. Pas une opinion terroriste, pas une opinion qui... Bon, quand je dis terroriste, ce n'est pas pour dire les armes. Non. Les armes, hein, une opinion qui est en train de pouvoir activer la jeunesse pour le mal. Non. Préparons la jeunesse pour l'avenir. Parce que sans cette jeunesse ici, nous risquons, nous allons vieillir et nous léguons à la jeunesse la délinquance. Ce qui revient maintenant à l'opposition de pouvoir bien faire les choses. Merci beaucoup. Monsieur Dani, oui. Tout le monde attendait voir l'opposition après cette réunion à Lubumbashi de sortir un candidat comme l'a fait l'Union Sacrée. Mais tout le monde aussi est surpris de voir seulement un communiqué final, mais sans pour autant qu'ils aient désigné un candidat ou un potentiel candidat de ce regroupement ou de la sortie de cette réunion. Quelle chance donnez-vous à cette opposition qui doit affronter l'Union Sacrée avec plusieurs ténors politiques de la République démocratique du Congo, surtout que nous sommes seulement à 8 mois des élections? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'Union Sacrée s'organise autour de 2 choses, le pouvoir et la vision. Mais vous verrez que l'opposition qui est en train de s'organiser actuellement là, avec ce qui s'est passé, de nous donner qu'un communiqué final, à la place de nous donner peut-être un candidat commun, une vision commune et tout ça, ils nous ont donné qu'un communiqué final. Et cela, ça dénote déjà qu'entre eux, ils ne sont pas sûrs d'un seul candidat. Et il y a de méfiance entre eux. Parce que ce sont des personnes qui se connaissent. Quelqu'un me disait qu'il ne voit pas Fayoulou laisser la place à Katumbi. Ils ont déjà eu à effectuer plusieurs déplacements dans le cadre de l'opposition. Vous savez, vous vous rappellerez que parmi ceux qui se sont réunis là, il y a d'autres qui étaient même à Genève avec le président actuel. Alors, ils se connaissent très bien. Ce que je suis en train de le demander, comme venait de le dire mon co-débatteur, ils doivent s'organiser sérieusement et pour l'intérêt de la nation, pas pour autre chose. Ils doivent savoir que s'il y a un pouvoir, nous sommes une opposition, nous devons proposer des idées constructives pour que la nation que nous avons aujourd'hui puisse survivre le lendemain. Vous comprenez? Lorsqu'ils se sont réunis, je ne sais pas qu'est-ce qui les a réunis, et nous faire sortir un communiqué final. Et tout ce qu'ils disent comme combat à faire dans tout ça, ils parlent de la CENI, ils parlent de la Cour constitutionnelle. Je suis en train de les inviter de regarder de l'avant. Ça, ce sont les choses qui sont déjà passées. On n'y reviendra plus. On ne va pas revenir sur la CENI. On ne va pas revenir sur la Cour constitutionnelle. Vous savez combien de temps ça nous a pris pour mettre en place la CENI que nous avons aujourd'hui? Combien de temps ça nous a pris?
alors qu'il nous reste que 8 mois pour organiser les élections. Si nous devons encore commencer les tractations pour trouver celui qui doit diriger la CENI, pour trouver comment on va organiser la CENI, ça va nous prendre combien de temps? Si aujourd'hui nous devons commencer encore le choix sur la Cour constitutionnelle, vous savez combien de temps ça va nous prendre? Nous devons faire la politique pour l'avenir, pas pour le passé. Nous devons faire la politique pour l'avenir. Et ce que nous devons faire, c'est pour avancer le pays, pas pour reculer. C'est un débat qui va nous faire reculer et rien ne va se passer. Nous risquons de ne pas organiser ces élections-là dans le délai constitutionnel comme tout le monde le réclame. Parce que organiser la CENI, ça ne prend pas une journée. Organiser la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une journée que cela doit se faire. Ça doit prendre du temps. Entendre ce communiqué final et avoir la ligne de combat mise en place par l'opposition qui s'organise du côté de Lubumbashi, ils sont en train déjà de voir qu'il y aura un dialogue qui va s'organiser. Or, c'est ce qui n'est pas, qui ne passe pas dans la tête de l'Union sacrée. L'Union sacrée s'organise pour les élections. Ils s'organisent pour les élections et ils ont déjà même un candidat. Est-ce qu'il n'y aura pas blocage? Il n'y aura pas blocage parce que l'Union sacrée s'est déjà organisée. La CENI sera bloquée par rapport à quoi? Parce que les opérations l'opposition est partie prenante des élections. L'opposition est partie prenante de l'opposition, mais on ne doit pas obliger à quelqu'un de participer aux élections. Je les ai dit ici. J'ai déjà dit ça ici. On ne doit pas imposer à quelqu'un de participer aux élections. D'ailleurs, vous verrez que dans cette opposition-là, il y a le parti, le FCC, je crois. Le FCC, par la bouche de Manuel Chadari, il avait déclaré qu'ils ne sont pas partis prenantes à ces élections qui seront organisées s'il n'y a pas révision de tout ce qu'on a réclamé. Mais jusqu'à là, on n'a pas révisé. C'est-à-dire qu'ils ne prendront pas part. Mais la loi ne dit pas aussi que vous devez imposer à ces gens-là qui ont refusé de participer de leur propre gré, de participer aux élections. Alors vous vous rappellerez, en 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections. Il n'y a pas eu blocage. Donc, pour dire qu'on n'impose à personne de participer, mais ceux qui sont d'accord de participer doivent le faire en respectant les règles de l'art. Vous comprenez? En respectant les règles de l'art. Les opposants doivent comprendre que nous ne sommes pas là que pour arriver au pouvoir, mais nous sommes là aussi pour construire. Nous pouvons construire par les idées, comme venait de le dire mon co-débatteur. Nous pouvons construire par le comportement. Nous devons prêcher par exemple. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas être là que pour chercher à bloquer. Parce que ce qui se dit là-bas, quand on doit réorganiser la CENI et la Cour constitutionnelle, on va prendre qui? On va prendre qui? Ce sont des institutions qui sont animées par les Congolais. Les membres et tous ceux qui sont là-bas sont des Congolais. Et les membres de l'opposition qui sont là-bas, c'est pas de débauchage. Bon, je ne pense pas que c'est pas de débauchage. Mais vous verrez aussi, même ceux qui sont allés, qui disent qu'ils sont de l'opposition, il y a certains qui étaient aussi au pouvoir. Il y a certains qui ont géré. Et lorsqu'ils sont allés dans l'opposition, ils sont allés par débauchage ou c'est par conviction. C'est comme ça que je demande à l'opposition d'avoir d'abord une vision commune. Ils doivent d'abord se mettre d'accord sur une vision. Parce que ce n'est pas, on ne combat pas une personne. On ne combat pas une personne. On doit combattre un régime. Lorsqu'on constate que dans ce régime-là, ce régime ne répond pas aux attentes de la population. Et nous avons une vision qui peut faire à ce que la population puisse se sentir concernée dans ce que nous faisons. Mais au moment où cela n'est pas le cas, vous êtes en train de naviguer à vide et vous ne pouvez pas donner quelque chose de bon. Et là, c'est la contestation qui se prépare. Et là, c'est le dialogue qui se prépare. Et les élections ne seront même pas organisées dans le délai avec tout ce qu'ils ont comme revendication là. Je voudrais voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Je vous accorde la parole, comme ça vous commencez par là. Okay. Parce qu'on court derrière le temps. Il y a la dernière question que nous posons. Que rapportent les élections en République démocratique du Congo? Vous avez la parole, c'est-à-dire vous commencez par là où vous voulez commencer et puis vous rebondissez à la question. Les élections nous rapportent quoi en République démocratique du Congo? Vous avez 5 minutes. Je vais prendre les deux à la fois. Ah oui. Au fait, quand on pose la question que nous rapportent les élections, c'est une très bonne question. Parce que quand nous allons à l'école, à l'université, tout ce que nous avons appris, c'est et quand on se pose cette petite question, on se dit une chose. Que nous rapportent les élections? Les élections nous rapportent d'abord, la légitimité. C'est le point le plus fort sur le plan juridique, de pouvoir organiser une nation. Parce que quand une nation marche dans la légitimité, c'est-à-dire la nation marche, comme on dit en lingala, dans l'acceptation de construire ensemble.
Et dès que la nation marche dans l'acceptation de construire ensemble, c'est déjà une valeur pour la nation. Parce que les élections nous apportant la légitimité, les élections nous donnent aussi une valeur dans la cadence ou la croissance démocratique. Les élections nous apportent aussi une philosophie. Maintenant, la philosophie, c'est là où je voudrais beaucoup plus parler. Okay. La philosophie des élections. Parce que c'est une matière large, vaste, utile et importante. Dans ce sens que on n'est pas là seulement pour organiser des élections de façade. Mais on est là pour organiser des élections utiles et constructives. Et quand nous en organisons, qu'elles soient utiles et constructives, ça permet aussi aux générations qui vont suivre d'avoir un modèle. Parce que nous ne devons pas à chaque fois regarder comme modèle dehors. Si nous regardons comme modèle dehors, c'est nous-mêmes qui détruisons là où nous mettons le pied, qui est le sol congolais, d'où nous sommes des Congolais. Et là, je fais un tout petit peu de va-et-vient en retournant à la question qui était évoquée tout à l'heure. Une chose dans cette question était juste la valeur de l'opposition. Parfois, on doit se poser aussi la question qui est opposant et pourquoi il est opposant. Et il fait quoi en tant qu'opposant? On doit se poser aussi ces petites questions. Parce que notre pays, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à définir qui est opposant. Est-ce un opposant? C'est seulement celui qui a échoué aux élections. Est-ce un opposant? C'est celui qui a mal travaillé. Quand il est sanctionné, on le met dehors, il devient opposant. Est-ce un opposant? C'est seulement celui qui n'a pas encore trouvé de l'emploi. Ah, il va de l'autre côté, il commence à critiquer tout ça. Et quand on le pique, on le place quelque part, il cesse d'être opposant. Et il faut qu'on sache aussi quel est un opposant doit faire quoi. On doit aussi savoir ça. Et on doit aussi faire un tout petit peu de critique et de philosophie à apporter dans la dynamique d'opposant. Un opposant, certes, il est celui qui se prépare, d'une part, il est celui qui se prépare pour conquérir le pouvoir. Maintenant, il se prépare comment? On ne se prépare pas seulement en injuriant, on peut se préparer en sensibilisant, on peut se préparer en organisant la jeunesse, on peut se préparer en imprégnant une certaine vision dans la masse, on peut se préparer de cette manière-là qui est utile. Ça permet aussi à ce que nous puissions marcher dans une dynamique de développement. Parce qu'un opposant, c'est un acteur de développement. Le développement peut être intellectuel, le développement peut être social et le développement peut être de plusieurs degrés. S'il est un acteur économique, il peut aussi être un opposant en tant qu'acteur économique dans un certain domaine pour la masse qui le suit. Parce que c'est un modèle de raisonnement. C'est un modèle de la façon de voir les choses politiquement. Mais si aujourd'hui on croit qu'on ne peut être modèle qu'en injuriant ceux qui sont au pouvoir, là on ne fait plus la politique. Quelqu'un peut faire, il est au pouvoir. Certes, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des anges. Ce sont des humains comme nous tous. Ils peuvent aussi trébucher. Ils peuvent aussi faire des petites erreurs. Il nous revient de voir comment, quand quelqu'un fait une erreur, de voir comment on peut prendre cette erreur et brandir ça d'une manière propre et intellectuelle pour lui montrer qu'il était limité, il avait fait une erreur et que moi qui suis opposant, j'ai vu cette erreur, comment je peux parler à la masse de comprendre que là c'est une erreur, mais en aidant la masse à élargir leur façon de voir. C'est ça aussi la construction de l'opposition. C'est ça aussi la façon où l'opposition peut présenter aussi sa part dans la masse. Est-ce la part de l'opposition, c'est seulement dire aux enfants que, allez, sortez de la rue, prenez injuriez les gens, venez chanter. Non, ce n'est pas ça. Il nous revient de savoir aussi, on doit tout définir. C'est-à-dire on doit refonder notre nation. On doit refonder beaucoup de valeurs, refonder beaucoup de principes, on doit les refonder pour permettre à ce que les valeurs de notre nation puissent être ostentatoires pour aider les générations à monter et à avancer dans la paix et la quiétude. Merci beaucoup. Monsieur Dani, pardon, la même question. Que nous rapportent les élections? Parce que déjà en 2006, on a eu élection, contestation, 2011, élection, contestation, 2018, élection, contestation, vérité des urnes. Mais nous allons, c'est pour la 4e fois que nous irons aux élections. Mais ces élections nous rapportent quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que cette question, sur le plan scientifique, technique, philosophique, ça a été longuement étalé ou encadré par mon co-débatteur. Mais je vais tout simplement aborder ça dans le sens ou dans... à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Parce que
mon co-débatteur a parlé du bienfait des élections dans une nation. Mais moi, je vais aborder cette question à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, qu'est-ce que les élections nous ont déjà apporté dans notre pays? Bien sûr, les élections règlent une question de la légitimité. Et cette question de la légitimité a fait beaucoup de dégâts en République démocratique du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Nous sommes là que pour discuter sur la légitimité. Au lendemain de notre indépendance, le Lumumba conteste la légitimité de Kasavubu. Nous arrivons avec Mobutu, qui arrive au pouvoir par le moyen qu'il est arrivé. La contestation commence avec les opposants quelques années plus tard. Nous arrivons aussi avec Joseph Kabila en 2006, lorsqu'il organise les élections. Le lendemain de la publication des résultats, il y a eu la guerre à Kinshasa. Il y a eu des morts, nous avons perdu des personnes importantes. Nous arrivons en 2011. La même chose se répète et cette question de la légitimité n'est pas toujours résolue. Nous arrivons en 2018. Cette fois-ci, c'est un opposant qui arrive au pouvoir. Les contestations viennent après. Donc, nous constatons qu'en République démocratique du Congo, au fur et à mesure que nous organisons les élections, les contestations se multiplient. Et les problèmes ne font que naître. Nous ajoutons des problèmes sur des problèmes. C'est comme ça que j'épuise l'idée de mon co-débatteur de dire que les opposants doivent former la masse. Nous devons éduquer la population. Nos militants là doivent être éduqués. Nous devons d'abord leur parler. Les élections d'abord c'est quoi? C'est pour résoudre quel problème? Les élections ce n'est pas tout simplement pour porter celui qui est comme mon leader là au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. On peut organiser des élections, on peut aussi le perdre. Et en perdant les élections, cela ne veut pas dire que tu cesses d'être politicien. Tu continues à être politicien, tu continues avec le combat que tu as pour faire passer la vision que tu as pour la nation. Si cette vision est acceptée par tout le monde, vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Mais si tu n'arrives pas à vendre la vision que tu as pour la nation, si tu n'arrives pas à convaincre, vous verrez que nous irons que des contestations en contestation. Depuis que nous avons commencé à organiser les élections, je vais vous choquer un peu pour vous dire que c'est à partir des élections qu'aujourd'hui la ville de Kinshasa connaît des Kuluna que nous avons aujourd'hui. Parce que ces Kuluna-là sont à grande partie supportés par ceux qui se disent aujourd'hui des politiciens. Ils appellent ça leur base arrière. Lorsqu'il y a des manifestations, ils vont recourir à ces jeunes gens pour que ces jeunes gens marchent sur les routes, pour commencer à brûler des pneus, commencer à jeter des pierres de gauche à droite et tout ça. Et tout ce phénomène-là, on vit le jour à cause des élections. Or, ce n'est pas ça l'objectif pour lequel on organise les élections. On organise les élections pour que celui qui est là au pouvoir, qui a montré aussi ses limites, puisse laisser aussi à l'autre qui a aussi d'autres idées à apporter pour permettre à ce que la nation puisse aller de l'avant. Vous comprenez que ici en République démocratique du Congo, faute de la formation, faute de l'information, la vraie, nous organisons les élections tout simplement pour accéder au pouvoir. Et lorsque nous sommes à ce pouvoir-là, on ne sait pas quoi faire avec. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut commencer déjà à former notre jeunesse, leur vendre la vision de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo? Quel type d'hommes nous avons besoin à la République démocratique du Congo? Et lorsque vous participez à ces élections-là, à des différents postes, c'est pour apporter quoi au peuple congolais? Vous verrez des gens tenir des campagnes de gauche à droite, vous verrez même des députés dire que non, moi je vais construire la route ici, moi je vais construire les ponts et tout ça. Ce n'est pas ça le travail d'un député, ce n'est pas ça le travail de qui que ce soit. Vous comprenez? Mais vous allez trouver un député qui vient, qui vous dit qu'il a un projet pour notre circonscription. Le projet que vous avez pour notre circonscription, quand vous êtes élu comme député, vous n'êtes pas l'élu de cette circonscription-là. Vous devenez un député national. Vous devez avoir la vision de la République démocratique du Congo, la vision pour la nation. Et votre mission, c'est d'aller au Parlement, initier des lois, voter des lois et contrôler le gouvernement pour que la nation puisse se sentir concernée par votre travail que vous êtes en train de faire. Mais comme nous n'arrivons pas à prêcher correctement notre population, c'est comme ça que les élections ne nous apportent absolument rien. Donc, après les élections, nous allons toujours avoir des problèmes et tout ça. Depuis que nous avons commencé à organiser les élections dans notre pays, ces élections n'ont jamais résolu comme problème de base que nous avons. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes en train de voter des gens sur base
leurs influences ou par rapport à leurs dons qu'ils font à ces gens-là. Et nous ne votons pas sur base des visions ou d'une idée qui peut peut-être relever la nation de là où nous sommes pour aller de l'avant. Donc si on n'arrive pas à regarder dans une même direction, et si on n'arrive pas à comprendre que les élections ne sont pas organisées que pour arriver au pouvoir, donc nous n'allons pas récolter quelque chose de bien, même si nous organisons 100 fois les élections en République démocratique du Congo. Le problème de la légitimité va toujours demeurer parce que d'abord dans notre tête, c'est un problème qui reste là, même si les résultats sont acceptés. Mais, du moins, vous verrez toujours une partie qui va dire que non, voilà, il y a le problème de la légitimité. Je voulais placer un mot par rapport d'abord à ce problème. On chute par là, parce que nous avons largement dépassé. Par rapport à cette légitimité-là, les gens pensent peut-être que quand il y a 3 ou 4 groupes de personnes qui contestent les résultats des élections, le problème de la légitimité naît. Non. Le problème de la légitimité, c'est autre chose que ce que nous sommes en train de croire. Vous avez vu, aux États-Unis, Trump a contesté les élections de Joe Biden. Ce n'est pas pour dire que Joe Biden n'a pas la légitimité. Il est en train de gérer et les États-Unis continuent toujours à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un problème, peut-être que les gens continuent à garder dans leur tête alors que une fois que les résultats sont proclamés et le résultat confirmé par la Cour constitutionnelle, ce problème de la légitimité-là est vraiment résolu. En 30 secondes, M. Apollinaire, pour que nous puissions conclure, nous avons largement dépassé. Qu'est-ce que le Congolais doit retenir de votre passage sur ce plateau? Nous voulons aider notre nation, nous voulons participer à la construction de notre nation, nous voulons relever différents points utiles pour que notre nation puisse se lever et marcher de l'avant. Notre nation, c'est la nôtre, elle nous appartient, nous sommes des contemporains, nous y vivons. Nous ne devons pas vivre dans la passivité, nous devons vivre dans l'actif en apportant des idées. Certes, les élections ne résolvent pas tout. Ce n'est pas tout, parce que le peuple doit être préparé. Il y a des gens, parfois, dans la masse, on ne sait pas préparer les gens. C'est comme un match de football. Il n'y a que 90 minutes. Et durant les 90 minutes, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Parfois, même dans le match, il y a des matchs nuls. Mais aux élections, il n'y a pas match nul. Aux élections, il n'y a qu'un gagnant et un perdant. La conséquence, c'est qu'on doit préparer la nation. Préparer, cultiver. Le point de changement de mentalité vient maintenant et devient maintenant important. Que les gens ne croient pas que les élections, c'est on regarde, si on échoue, on tape les autres, on casse tout. Mais si vous cassez, qui va reconstruire? Ça sera de l'argent. Mais si on prépare les gens à comprendre que nous allons aux élections, il y aura un seul qui gagne, un seul perdra. Et le 1 là représente un camp, le perdant représente un camp. Mais nous sommes tous dans une même casserole qu'on appelle la RDC. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit sortir de la casserole. Non. Ou bien on doit brûler la casserole, ou bien la casserole doit se trouver. Non. On doit préparer la jeunesse, préparer la masse, instruire, éduquer par le changement de mentalité. Très important afin que tout soit consommable pour l'avenir et l'avenir le meilleur. Merci beaucoup. C'est par ce mot de M. Apollinaire que nous mettons un point final à cette émission. Je pense que vous qui nous avez suivis, si vous avez un point de vue contraire ou un avis contraire par rapport à ce que mes invités venaient de dire, ne manquez pas de nous appeler sur le numéro qu'il y a sur le bas de vos écrans. Ceux qui me connaissent personnellement peuvent m'écrire sur mon numéro et on aura toujours à organiser un plateau pour débattre. Tout ce que nous faisons sur ce plateau, ce n'est pas pour les intérêts de gens ou d'une catégorie de personnes, mais c'est pour faire avancer la République démocratique du Congo. Parce que la République a besoin des idées de ses dignes fils pour qu'elle puisse avancer. Je dis merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Torres Atibou, Enoch Florent Okita, Koko Mouya, et je vois Papi Vangou. Vous qui nous suivez sur YouTube, continuez à vous abonner sur notre chaîne Fondation Maloua Télévision. Vous ne manquerez pas toutes les émissions qui sont diffusées sur FM Télévision. Bye bye, on se retrouve pour un prochain numéro. Merci.